Dans une première vidéo que j'avais appelée la causerie science numéro 0, j'avais discuté la nature des sciences de la nature, leur différence avec la technologie, avec la technique, enfin, et j'avais annoncé surtout l'objectif de ces vidéos qui est de rendre service. Rendre service en expliquant bien ce que sont les choses, en dégageant les idées, les concepts, avec des mots justes. Qu'est-ce que c'est que la science Est-ce que ça doit intéresser les ingénieurs? Est-ce qu'on a raison de parler de cursus scientifique? Enfin, et ainsi de suite. Alors, dans la vidéo suivante, on avait considéré l'identification des phénomènes, qui est la première étape de la méthode des sciences de la nature. Dans la vidéo suivante, on a considéré la quantification des phénomènes, enfin, en particulier de celui qu'on étudie. Et puis, il nous reste à considérer la réunion des données en loi, puis l'induction d'une théorie avec l'introduction de nouveaux concepts, la prévision de conséquences théoriques testables et le test expérimental de cette prévision théorique. Voilà. Alors ici, donc, on est la troisième vidéo, la réunion des résultats de mesure en équation. Bon. Alors, on entendra souvent le mot loi, enfin on l'entend encore pas mal, mais il est de plus en plus contesté et de moins en moins utilisé, heureusement. Alors une loi, c'est quand même quelque chose qui s'impose parce qu'on l'a décidé. Les lois qu'on vote au Parlement, c'est pas la même chose que, que ce qu'on a appelé des lois en sciences à une certaine époque. Et le mot loi, il est très difficile. Alors, je propose de prendre un exemple dans ces cas-là. Et l'exemple, ça sera celui de ce qu'on a appelé la loi d'Ohm. Alors, la loi d'Ohm est la suivante. Enfin, on devrait dire l'équation d'Ohm, hein, ou le modèle d'Ohm, ou la formule d'Ohm. Alors, il y a un scientifique allemand, Georg Ohm, qui donc, il y a plus d'un siècle, prend un fil de fer, met une pile, donc une pile, ça applique une différence de potentiel, et donc il y a un courant, et ce courant, on le caractérise par son intensité. Et Ohm applique d'abord une première différence de potentiel, il mesure un premier courant. Sur le même fil, il prend une pile un peu plus forte, une autre différence de potentiel, il obtient un deuxième courant, intensité de courant. Et puis comme ça, quand il a plein de nombres, donc c'est-à-dire qu'il a fait l'étape dont on a parlé précédemment, il prend ces nombres et il essaye de voir comment ces nombres s'organisent. Donc il fait un graphique avec en abscisse, mettons, la différence de potentiel, et puis en ordonnée, l'intensité du courant. Et alors il voit que les points s'alignent. Bon. Ah, ça c'est intéressant. Ça veut dire que l'un est proportionnel à l'autre. Voilà. Et ce qu'il fait, ce qu'on faisait à l'époque, c'est dit, voilà, l'intensité du courant est proportionnelle à la différence de potentiel. Et le coefficient de proportionnalité, ça sera euh, alors la résistance, hein, enfin, ou son inverse selon les cas. Peu importe. Maintenant, donc il y a cette loi, comme on disait dans le temps, elle est quand même très extraordinaire, parce que Ohm, il aura peut-être mesuré pour 1 volt, 2 volts, 3 volts, jusqu'à 10 volts, et puis il sera arrêté. Mais à 0,5 ou 1,2 volts ou 1000 volts, est-ce que ça sera encore vrai? Et puis, près du zéro, est-ce que c'est vrai aussi? Parce que là, il n'a pas mesuré. Enfin, c'est quand même incroyable, cette loi. Elle dit des choses qui n'ont pas été vues et qui sont peut-être pas vraies. Donc ça vaut le coup de s'en préoccuper. Alors, quand on s'en préoccupe, on s'aperçoit, quand on y va à la louche, que tous les points s'alignent bien, il n'y a pas de problème. Bon. Mais enfin, quand même, après un certain moment, quand l'intensité du courant est trop forte, le fil il fond. Donc c'est pas vrai. La loi, elle n'est pas vraie. Et puis, près de zéro,
on n'a pas été assez bien regardé. Mais surtout, quand on a regardé à la loupe cette variation du courant, on a découvert que ce n'était pas du tout proportionnel, ça serait plutôt des marches d'escalier. Et ça a valu un prix Nobel à un scientifique allemand encore, Klaus von Klinsing, prix Nobel qui a découvert l'effet Hall quantique. Voilà. Donc cette loi, elle n'est pas juste. Et donc, la nommer loi, c'est quand même... D'abord, ce n'est pas une loi juridique, et de plus en plus, on dit une équation. Alors, dire l'équation d'Ohm, ça, pourquoi pas, hein, c'est une équation, elle a sa limite de validité, tout va bien. Lire loi, ça serait quand même, c'est quand même plus ennuyeux. Alors, maintenant, il y a la question de comment est-ce qu'on fait pour réunir les, les nombres, les données de mesure en équation. Alors ça, c'est un chapitre très intéressant du travail scientifique. Alors on parle souvent d'ajustement. Bon, euh, si on a une variation d'une certaine forme, on va essayer de trouver une équation qui va correspondre à cette forme. Alors, il faut faire attention parce qu'il y a plein de pièges dans cette affaire. En particulier, imaginons qu'on ait des points qui ont une forme comme ça, tout va bien. On voit mathématiquement le type d'équation que ça peut être. Mais il y a plusieurs équations. Laquelle on va choisir? Alors, c'est peut-être pas très grave du moment qu'on sait que c'est pas cette équation-là. On dit, j'en trouve plusieurs, et maintenant, je vais pouvoir essayer de savoir laquelle est la bonne. Bon. Cela dit, il faut faire très attention, parce que la, la- la nature, elle n'est pas là pour obéir à nos fantasmes. Et dans notre équipe de recherche, on a vu le cas un jour. Donc on mesurait des deux grandeurs et on voyait que ça s'alignait bien. Bon, on était content. Simplement, au bout d'un moment, on voit que il y a une espèce de constance de l'un en fonction de l'autre. Ah bah tiens, ça c'était bizarre. D'autant plus qu'on aurait plutôt imaginé le contraire. C'est vrai qu'au lieu de, au début, nous on pensait que ça allait s'aligner, puis qu'ensuite ça allait augmenter beaucoup, beaucoup. Ben non, c'était plutôt l'inverse. Bon, c'est pas à nous de décider comment est la nature, au contraire, c'est très intéressant de voir que le phénomène échappe à notre description théorique a priori. Donc là, il faut être attentif à ça. C'est précisément, c'est pas quand ça va bien que ça nous intéresse. C'est précisément quand ça va pas bien. Et voilà pourquoi dans des devoirs d'étudiants, quand je lis, par exemple, les données s'alignent correctement, je dis non, 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 c'est pas intéressant, c'est pas ça qu'il faut chercher. Ce qui m'intéresse, c'est en quoi elles s'alignent pas. Voilà. Donc, ces questions d'ajustement sont très passionnantes. Là, on commence à utiliser du calcul. Alors, j'ai pas dit des mathématiques, parce que les mathématiques, c'est donc du calcul, mais pour la découverte d'un monde qui est le monde mathématique. Par exemple, comment sont répartis les nombres premiers. Voilà, ça c'est une question mathématique. C'est pas il faut calculer pour arriver à explorer cette question, mais le calcul n'est en quelque sorte que l'outil mathématique. Et donc, pour la chimie, pour la physique, pour la physico-chimie, nous, on fait du calcul, on ne fait pas des mathématiques. C'est les mêmes calculs, qu'on soit bien d'accord, hein, mais je dis calcul et je ne dis pas mathématiques. Voilà. Alors, pour réunir les données en équation, il faut effectivement du calcul. Alors, ce mot doit nous conduire immédiatement à penser qu'on est au XXIe siècle et que des calculs, il y en a plusieurs sortes. Alors, on peut faire du calcul différentiel, du calcul intégral, du calcul matriciel. Et donc, voilà les pans mathématiques qu'on a intérêt à étudier quand on veut se lancer dans des études scientifiques, hein. Maintenant, il y a aussi du calcul numérique, et de plus en plus. Pour certaines équations très simples, en quelque sorte, les équations, mettons, du sixième degré, les polynômes du sixième degré, ben, la résolution, elle n'est pas possible de façon formelle, mais on peut la faire de façon numérique. Il y a des méthodes numériques.
Et il ne faut pas s'en priver. Alors dans le temps, les méthodes numériques, c'était très pénible, mais aujourd'hui, avec un ordinateur, on claque des doigts et c'est fait. Donc il y a vraiment lieu de ne pas, de pas oublier cet apport extraordinaire des méthodes numériques qui vont nous permettre donc d'explorer des choses qu'on explorait bien difficilement dans le temps. Euh, les ordinateurs ont effectivement changé notre pratique scientifique et en particulier pour cette étape euh, numéro, numéro 3 de la méthode scientifique, réunir les données en loi. On n'oublie pas que réunir les données en loi, c'est bien notre objectif local, mais pas notre objectif fondamental. L'objectif fondamental, c'est de faire des découvertes. Mais lors de ce travail d'ajustement, enfin, de réunir les données de mesure en équation plutôt qu'en loi, chacun fait ce qu'il veut, mais on a intérêt à être très très vigilant, de dire ah tiens, là c'est pas tel que je l'attendais. Alors ça me conduit à penser à cette étude merveilleuse des scientifiques, cette attitude merveilleuse des scientifiques qui sont des gens qui sont à l'affût de la réfutation sans cesse. Rien n'est plus intéressant que quand le phénomène n'est pas conforme à l'idée qu'on s'en fait, parce que ça prouve que l'idée qu'on s'en fait n'est pas la bonne et que l'on a une découverte possible. Alors là, c'est un point de vue très très différent du point de vue ancien. Et c'est ça qui sépare par exemple l'alchimie de la chimie. Pour l'alchimie, quand une expérience ratait, c'est que c'est l'expérience qui avait raté. Pour la chimie, donc moderne, quand les résultats ne sont pas conformes aux attentes, ça prouve que la théorie n'est pas juste. L'expérience est absolue. Voilà. Voilà pour cette question de la réunion des données en équation. Alors je suis bien conscient que c'est très rapide parce qu'on n'est pas rentré dans les méthodes individuelles pour aller faire ce travail, la technique de la chose, mais enfin on a vu un peu de quoi il s'agissait. Et puis je vous donne rendez-vous pour l'étape suivante dans la prochaine vidéo. Alors l'étape suivante, ça sera, maintenant qu'on a des équations, qu'on a établi des équations, faire une théorie. Comment est-ce qu'on fait une théorie?